Journal de bord, mission Tiamat, entrée finale. Je m'appelle Dimitri Volkov. J'ai servi 15 ans dans le GRU, les services de renseignement militaire russes, avant ma défection. Les Américains m'ont offert une nouvelle identité, en échange de mes connaissances sur les programmes spatiaux secrets soviétiques. Ils ne savaient pas que j'avais gardé le plus important pour moi. Les archives du projet Babel, l'exploration archéologique clandestine de l'Irak, durant l'occupation soviétique de l'Afghanistan. C'est cette expertise qui m'a valu d'être recruté pour la mission Tiamat. Aujourd'hui, je regrette d'avoir accepté. Notre équipe était composée de 4 spécialistes. Moi, expert en sites sensibles et sécurité. Amara Okonkwo, archéologue nigériane, spécialiste des langues sumériennes et akkadiennes, 38 ans, brillante mais obsessionnelle. James Patterson, astrophysicien britannique, 52 ans, ancien de la NASA, celui qui avait identifié les anomalies orbitales. Et Yuki Tanaka, ingénieur en intelligence artificielle japonaise, 29 ans, prodige de la reconnaissance de patterns et du déchiffrage. Tout a commencé avec les tablettes de Ninive. Pas celles exposées au British Museum, mais celles conservées dans les coffres, jamais traduites complètement. Amara avait remarqué des incohérences dans les textes astronomiques. Les Sumériens décrivaient des orbites planétaires avec une précision impossible pour leur époque. Plus troublant, ils mentionnaient une planète supplémentaire, Nibiru, avec une orbite elliptique de 3600 ans. James avait corrélé ces données avec des perturbations gravitationnelles détectées aux confins du système solaire. Quelque chose de massif influençait les orbites des objets transneptuniens. Pas la hypothétique planète 9, mais quelque chose qui semblait suivre exactement l'orbite décrite par les Sumériens. L'objet approchait de son périhélie, son point le plus proche du Soleil. Le gouvernement américain avait classifié la découverte immédiatement. Si Nibiru existait et suivait les textes sumériens, elle devrait passer près de la Terre dans moins de 3 ans. Les implications étaient catastrophiques. Perturbations gravitationnelles, pluie de météorites, bouleversements tectoniques. Mais il y avait pire. Les textes parlaient des habitants de Nibiru. Les Anunnaki, ceux qui du ciel vinrent sur Terre. Notre mission était d'explorer le site d'Eridu, la plus ancienne cité sumérienne, maintenant dans le sud de l'Irak. Les satellites avaient détecté des structures souterraines massives, bien plus anciennes que la cité visible. Des cavités qui s'enfonçaient sur des kilomètres, avec des signatures thermiques inexpliquées. De la chaleur là où il ne devrait y avoir que de la roche froide. L'Irak post-guerre était chaotique, parfait pour une opération clandestine. Officiellement, nous étions une équipe d'archéologues étudiant les dommages au site historique. En réalité, nous avions un équipement de pointe et une escorte militaire discrète. Les forces spéciales nous suivaient à distance, prêtes à intervenir. Le site d'Eridu était désolé. Des ruines de briques de terre érodées par 5 millénaires de vent et de sable. Mais nos instruments détectaient l'anomalie. 30 mètres sous la surface, la roche était différente. Pas du grès local, mais quelque chose de cristallin, artificiel. Yuki analysait les patterns de réflexion sismique. Elle parlait d'une structure géométrique parfaite, trop régulière pour être naturelle. Nous avons creusé la nuit, à l'abri des regards. Le générateur ronronnait, alimentant les foreuses diamantées. À 20 mètres, nous avons touché quelque chose de dur. Métal, mais pas un alliage connu. Il absorbait la chaleur, restant froid malgré la friction de la foreuse. Amara tremblait d'excitation. Les textes parlaient des millets, les tables du destin, des objets de pouvoir laissés par les Anunnaki. La percée s'est faite à l'aube. La foreuse a traversé, tombant dans le vide, une cavité. Les sondes montraient un espace immense, une salle de la taille d'une cathédrale. L'air y était respirable. Maintenu par un système de ventilation encore actif après des millénaires. La température était constante, 20 degrés Celsius, régulée par une technologie incompréhensible. J'ai dirigé la première descente. Protocole de sécurité oblige. 50 mètres de rappel dans l'obscurité, éclairé seulement par ma lampe frontale. En touchant le sol, j'ai su que nous allions trouver quelque chose d'extraordinaire. Le sol était poli comme un miroir fait d'un matériau noir qui semblait absorber la lumière. Les murs s'élevaient, couverts de symboles cunéiformes, mais aussi d'autres écritures, inconnues, plus complexes. Amara m'a rejoint, puis James et Yuki.
Nous nous taisions, écrasés par la majesté du lieu. Ce n'était pas une simple salle, mais l'entrée d'un complexe. Des couloirs partaient dans toutes les directions, certains bloqués par des portes métalliques, d'autres ouverts sur des ténèbres insondables. Au centre de la salle, un piédestal supportait un objet. Une tablette, mais pas en argile. En cristal noir, avec des symboles qui brillaient faiblement de l'intérieur. Yuki a immédiatement commencé à scanner la tablette. Son IA de déchiffrage analysait les patterns, cherchait des récurrences, des structures linguistiques. Amara photographiait les murs, traduisant les parties en sumérien. James prenait des mesures, analysait les matériaux avec son spectromètre portable. Moi, je surveillais. Mon instinct me hurlait que nous n'étions pas seuls. Les textes sur les murs racontaient une histoire. Les Anunnaki étaient venus sur Terre il y a 450 000 ans, cherchant de l'or pour sauver l'atmosphère mourante de Nibiru. Ils avaient établi des bases, extrait le précieux métal, créé une main-d'œuvre, nous, l'humanité. Un hybride entre leur ADN et celui des primates terrestres. Nous étions leurs esclaves conçus pour servir. James a fait une découverte troublante. Les murs contenaient des cartes stellaires, mais pas de notre époque. Elles montraient le ciel d'il y a 400 000 ans, avec une précision impossible sans technologie avancée. Plus troublant, elles indiquaient des trajectoires, des routes entre les étoiles. Les Anunnaki n'étaient pas originaires de Nibiru. Ils venaient d'ailleurs du système d'Orion selon les calculs. Yuki a percé le code de la tablette cristalline. Pas complètement, mais assez pour comprendre sa nature. C'était un dispositif de stockage, contenant des téraoctets d'informations encodées dans la structure cristalline. Elle a réussi à extraire des fragments. Des schémas techniques, des formules chimiques, des séquences qui ressemblaient à de l'ADN mais avec des bases supplémentaires. Nous avons exploré plus profondément. Les couloirs menaient à d'autres salles, chacune avec une fonction spécifique. Un laboratoire avec des cuves de verre encore intactes, contenant des résidus organiques fossilisés. Une salle de contrôle avec des consoles cristallines qui réagissaient au toucher, en projetant des hologrammes. Un observatoire souterrain avec un puits vertical s'ouvrant sur un système de miroirs complexe. C'est dans la 5e salle que tout a basculé. Elle contenait des sarcophages alignés contre les murs. Pas égyptiens, mais similaires dans le concept. Des capsules de stase réalisait James en analysant les connexions énergétiques encore actives. 12 capsules, dont 3 étaient vides. Les 9 autres contenaient des formes humanoïdes, visibles à travers une surface translucide. Les Anunnaki. 3 mètres de haut, corps élancé mais musclé, crâne allongé, yeux immenses. Leur peau était grise, presque métallique. Ils ne semblaient pas morts, mais dormants. Des voyants clignotaient sur les capsules, des graphiques défilaient sur des écrans cristallins. Ils étaient en stase, attendant. Mais attendant quoi? Amara a trouvé la réponse sur une tablette d'argile près des capsules. Un message laissé par les 3 absents. Nibiru approchait de son apogée, le point le plus éloigné du soleil. Ils étaient partis préparer le retour, réveiller leurs semblables sur la planète mère. Quand Nibiru reviendrait au Périhélie près de la Terre, ils reviendraient tous. Récupérer leurs propriétés. Nous. James a calculé les dates. Les tablettes dataient de 1600 avant notre ère. L'orbite de 3600 ans plaçait le retour exactement dans notre époque. Les perturbations gravitationnelles qu'il avait détectées n'étaient pas naturelles. C'était Nibiru qui approchait, avec sa technologie de manipulation orbitale, ajustant sa trajectoire pour un rendez-vous avec la Terre. Yuki a fait une découverte encore plus terrifiante en décodant davantage la tablette cristalline. Les Anunnaki n'avaient pas abandonné la Terre. Ils avaient laissé des gardiens, des hybrides, des lignées génétiquement modifiées pour les servir. Ces lignées s'étaient intégrées à l'humanité, occupant des positions de pouvoir, dites dans notre développement selon un plan millénaire. Les preuves étaient dans l'ADN. Certaines familles royales, certains groupes ethniques portaient des marqueurs génétiques uniques. Pas assez différents pour être détectés sans savoir quoi chercher, mais présents. Le jeune du pouvoir l'appelait Yuki. Une prédisposition au leadership, à la manipulation, à la longévité. Les descendants des serviteurs des Anunnaki. J'ai voulu partir, alerter les autorités. Mais Amara était obsédée. Elle voulait tout documenter, tout comprendre. James soutenait qu'il nous fallait des preuves irréfutables.
Yuki était perdu dans le décodage, découvrant des technologies qui dépassaient notre compréhension de plusieurs siècles. Manipulation génétique, voyage interstellaire, conversion matière-énergie. C'est alors que les capsules ont réagi. Nos présences, nos manipulations avaient déclenché quelque chose. Un protocole de réveil. Les voyants sont passés du vert au jaune, puis à l'orange. Les graphiques s'accéléraient, les fluides dans les capsules bouillonnaient. Les Anunnaki se réveillaient. Le premier à ouvrir les yeux nous a paralysés d'un simple regard. Des pupilles dorées, verticales comme celles d'un reptile, mais avec une intelligence écrasante. Il a ouvert la bouche, révélant des dents parfaites, et a parlé. Pas en sumérien, pas dans une langue ancienne. En anglais parfait, avec un accent impossible à placer. Il se nommait Enlil, commandant de la base terrestre. Il n'avait jamais vraiment dormi, expliquait-il. Leur conscience flottait dans un réseau quantique, observant, apprenant, attendant. Ils connaissaient notre histoire, nos guerres, nos progrès. Ils étaient déçus, mais pas surpris. Nous restions les primitifs qu'ils avaient créés, violents et chaotiques. Les autres capsules s'ouvraient. 8 Anunnaki émergeaient, leur corps s'adaptant instantanément après des millénaires de stase. Ils communiquaient entre eux par des harmoniques subsoniques, créant une vibration qui nous donnait la nausée. Leurs mouvements étaient fluides, inhumains, trop parfaits. Enlil nous a expliqué leur plan avec une franchise terrifiante. Nibiru arrivait. Dans 18 mois, elle passerait entre la Terre et Mars. Sa gravité et celle de ses lunes artificielles perturberaient notre planète. Séismes, tsunamis, éruptions volcaniques. L'humanité serait décimée, réduite à quelques millions de survivants. Les plus résistants, les plus adaptables. Une purge génétique, les survivants serviraient à nouveau. L'âge d'or des Anunnaki reviendrait. Ils reconstruiraient leur cité, exploiteraient les ressources terrestres avec une efficacité que nous ne pouvions imaginer. L'humanité redeviendrait ce pourquoi elle avait été conçue. Une espèce servile, mais cette fois pleinement consciente de sa place. James a tenté de négocier. L'humanité avait progressé, nous pouvions être des partenaires, pas des esclaves. Enlil a ri un son qui ressemblait au grondement d'un séisme. Nous avions pollué la planète, épuisé les ressources, déclenché un changement climatique. Nous avions prouvé notre incapacité à gérer un monde. Nous avions besoin de maîtres. Amara, courageuse ou folle, a demandé pourquoi nous révéler tout cela. Pourquoi ne pas nous laisser dans l'ignorance jusqu'à la fin? Enlil a souri, révélant que certains humains seraient nécessaires pour faciliter la transition. Ceux qui accepteraient leur rôle seraient récompensés. Une vie plus longue, une santé parfaite, des connaissances avancées. Nous pouvions choisir, servir volontairement ou être forcés. Yuki a surpris tout le monde en révélant qu'elle avait transmis nos découvertes. Pendant que nous discutions, son IA avait encodé les données et les avait envoyées via satellite à des serveurs sécurisés. Le monde saurait, les gouvernements seraient alertés. L'humanité pourrait se préparer, résister. La réaction d'Enlil fut instantanée. Il a levé la main, et Yuki s'est effondré, convulsant. Pas de violence physique, juste une manipulation de ses ondes cérébrales. En quelques secondes, elle était morte, son cerveau criait de l'intérieur. Un avertissement et une démonstration. Leur pouvoir dépassait notre compréhension. Mais le mal était fait. Les données étaient parties. Enlil semblait plus amusé qu'inquiet. « Laissons les fourmis s'agiter », a-t-il dit. Cela ne changerait rien. Les lignées hybrides étaient en place dans tous les gouvernements, toutes les institutions. Quand le signal viendrait, ils agiraient. L'humanité se soumettrait de l'intérieur. Il nous a laissé partir. 4 entrées, 3 sorties. Un message pour l'humanité. Les dieux revenaient, et la résistance était futile. Mais il y avait une condition. Nous devions porter un dispositif, un implant cristallin. Il nous permettrait de survivre aux radiations de Nibiru, mais nous marquerait aussi comme serviteurs. Un choix impossible. James a refusé. Il préférait mourir libre que vivre esclave. Enlil a respecté ce choix, à sa manière. Il l'a tué proprement, instantanément, sans douleur. Amara et moi avons accepté. La survie primait sur l'orgueil. Nous sommes remontés porteurs du message et de la marque. Le monde n'était pas prêt pour nos révélations. Les gouvernements ont étouffé l'affaire, classifié les données de Yuki, nié les preuves.
Mais dans l'ombre, les préparatifs ont commencé. Bunkers souterrains, stocks de nourriture, armes. L'élite se préparait à survivre. Le public restait ignorant, distrait par les crises quotidiennes. Amara a disparu 2 mois après notre retour. Officiellement suicide, mais je sais mieux. Elle avait commencé à identifier les lignées hybrides, traçant les connexions, exposant le réseau. Elle en savait trop. Son corps n'a jamais été retrouvé. Peut-être sert-elle maintenant dans l'une des bases cachées des Anunnaki. L'implant dans ma nuque pulse parfois. Je reçois des visions, des instructions. Préparer des listes de survivants potentiels. Identifier les résistants. Cartographier les ressources. Je suis devenu ce que je méprisais, un collaborateur. Mais je documente tout, espérant que quelqu'un trouvera ces écrits et comprendra. Les signes s'accumulent. Les tremblements de terre augmentent en fréquence et en intensité. Les volcans longtemps dormants se réveillent. La magnétosphère terrestre fluctue. Nibiru approche, invisible encore mais déjà sensible. Les observatoires détectent des anomalies mais les attribuent à des erreurs d'instruments. J'ai recherché d'autres sites Anunnaki. Ils sont partout. Sous Baalbek au Liban, avec ses pierres de 1000 tonnes que nous ne pourrions déplacer aujourd'hui. Sous Tiahuanaco en Bolivie, avec son architecture impossible. Sous la pyramide de Gizeh, dans des chambres que les autorités égyptiennes nient. Chaque site a ses gardiens en stase, attendant le signal. Les textes sumériens prennent un sens nouveau. L'épopée de Gilgamesh raconte la dernière tentative de rébellion humaine. Le déluge fut leur punition, une purge génétique pour éliminer les lignées rebelles. Noé, Utnapishtim, Atrahasis, différents noms pour le même événement. À recette de l'humanité, gardons seulement les serviteurs loyaux. Cette fois sera différente. Pas d'eau, mais le feu. Les forces gravitationnelles de Nibiru déclencheront une activité tectonique massive. La ceinture de feu du Pacifique explosera. Les supervolcans entreront en éruption. L'atmosphère se chargera de cendres, bloquant le soleil. Un hiver nucléaire sans nucléaire. Les survivants émergeront dans un monde transformé. Les Anunnaki auront préparé des zones sûres, des cités dômes avec leur technologie. Là, les humains sélectionnés vivront et serviront. Le reste de la planète mettra des siècles à récupérer. Un nouveau départ, avec les Anunnaki fermement aux commandes. J'ai cherché des moyens de résister. Leur technologie est supérieure mais pas magique. Ils manipulent des forces que nous commençons à comprendre. Électromagnétisme, gravité quantique, résonance harmonique. Leurs points faibles existent. Leur dépendance à certaines fréquences, leur biologie adaptée à Nibiru, pas totalement à la Terre. Des groupes de résistance se forment en secret. Des scientifiques qui ont vu les données de Yuki. Des militaires qui ont détecté les anomalies. Des mystiques qui ont toujours su que les anciens dieux reviendraient. Ils développent des armes, des boucliers, des stratégies. Pathétique peut-être face à la puissance Anunnaki, mais l'humanité n'a jamais su quand abandonner. L'implant me permet de percevoir leur réseau. Des millions d'hybrides, inconscients de leur nature, attendent l'activation. Politiciens, PDG, généraux, scientifiques. Quand le signal viendra, ils deviendront les administrateurs du nouveau monde. Leur ADN modifié les rendra immunisés aux radiations, plus forts, plus intelligents. Une nouvelle caste dirigeante. Mais il y a de l'espoir. Les hybrides ne sont pas tout loyaux. Certains ont développé une conscience humaine, rejettent leur héritage. Ils forment une 5e colonne, prêts à saboter le plan de l'intérieur. La nature chaotique de l'humanité, notre imprévisibilité, pourrait être notre salut. James avait laissé des notes avant de mourir. Il calculait que Nibiru n'était pas stable. Son orbite elliptique extrême, ses passages répétés près du Soleil, l'affaiblissaient. Dans quelques passages, peut-être 1 ou 2, elle pourrait se désintégrer. Les Anunnaki le savaient. Cette fois pourrait être leur dernière chance de récupérer la Terre. Cela les rend désespérés et dangereux. Ils ne peuvent pas se permettre d'échouer. Si l'humanité résiste assez longtemps, survit au passage de Nibiru, ils pourraient partir chercher un autre monde. Nous devons juste survivre à l'apocalypse qu'ils apportent. Les gouvernements construisent en secret, des abris profonds, des villes souterraines, des arches génétiques. Ils savent qu'ils ne peuvent sauver tout le monde. Les choix sont faits. Qui vit, qui meurt.
Les élites d'abord, puis les essentiels, puis ceux qui ont de la chance. Le reste des milliards seront abandonnés. Ironie est cruelle. Nous reproduisons le plan des Anunnaki. Sélection des survivants, préservation du pouvoir, acceptation que la majorité périra. Nous devenons ce qu'ils ont voulu que nous soyons. Peut-être ont-ils déjà gagné sans même revenir. Je vieillis. L'implant me maintient en meilleure santé que je ne devrais l'être, mais le stress mental est écrasant. Savoir ce qui vient, ne pouvoir rien faire, être forcé de collaborer. Je comprends pourquoi Amara a choisi de résister jusqu'au bout. La mort est préférable à cette servitude consciente. Mais je continue à documenter. Pour les générations futures, si elles existent, pour qu'elles comprennent comment nous avons échoué et peut-être réussissent-elles. Les Anunnaki ne sont pas invincibles. Ils sont anciens, puissants, mais aussi rigides, arrogants. Leur plus grande faiblesse est leur certitude de supériorité. L'humanité a une qualité qu'ils n'ont pas prévue. L'adaptabilité extrême. Nous avons survécu à des âges de glace, des épidémies, des guerres mondiales. Nous nous adaptons, évoluons, persistons. Même réduits à quelques millions, nous pourrions rebondir. C'est notre nature, codée ironiquement par eux dans notre ADN. Les derniers messages de Yoki, décodés après sa mort, révèlent quelque chose d'extraordinaire. Elle avait trouvé un virus dans le code génétique Anunnaki. Pas biologique, mais informationnel. Leur réseau de conscience collective avait une faille. Si on pouvait l'exploiter, retourner leur propre technologie contre eux, nous aurions une chance. Des hackers travaillent là-dessus. Pas des hackers informatiques ordinaires, mais des génies qui comprennent la convergence entre biologie et information quantique. Si le réseau Anunnaki peut être infecté, corrompu, nous pourrions les paralyser au moment crucial. David contre Goliath, version cosmique. Les astronomes amateurs commencent à voir Nibiru, une tache sombre qui occulte les étoiles, grossissant chaque nuit. Les gouvernements parlent d'un astéroïde inoffensif, mais les gens ne sont pas stupides. Les mouvements survivalistes explosent. Les bunkers privés se multiplient. L'économie commence à flancher sous le poids de la peur non dite. L'implant pulse plus fort ces derniers jours. Des images flashent dans mon esprit. Les villes Anunnaki sur Nibiru, titanesques, alimentées par des technologies que nous ne pouvons imaginer. Des millions d'Anunnaki en stase, attendant de coloniser la Terre nettoyée. Des vaisseaux, grands comme des montagnes, prêts à transporter les colons. Mais je vois aussi leur peur. Nibiru se désagrège vraiment. Chaque passage près du soleil arrache un peu plus de sa substance. Ils ont peut-être 50 ans, 100 au maximum, avant que leur monde ne devienne inhabitable. La Terre n'est pas juste une colonie pour eux. C'est leur seul espoir de survie. Cette réalisation change tout. Ce n'est pas une invasion, c'est une migration désespérée. 2 espèces mourantes car nous détruisons aussi notre monde, en compétition pour la même planète. La tragédie shakespearienne à l'échelle cosmique. Il pourrait y avoir une autre solution, une coexistence, mais la peur et l'orgueil l'empêchent. J'ai essayé de communiquer avec Enlil à travers l'implant, proposer un dialogue, une négociation. Sa réponse fut du mépris mélangé à de la pitié. « Nous ne comprenons pas, dit-il. L'univers est dur, impitoyable. Seuls les forts survivent. Ils ont survécu à la mort de leur monde originel, à l'exil sur Nibiru, à des éons d'errance. Nous ne sommes qu'un obstacle mineur. Mais il a aussi révélé quelque chose. Ils ne sont pas les seuls. D'autres espèces, d'autres civilisations errantes cherchent des mondes habitables. La galaxie est pleine de réfugiés cosmiques. La Terre, avec son eau, son atmosphère, sa biosphère, est un prix rare. D'autres viendront après les Anunnaki. Cette perspective rend notre situation actuelle presque triviale. Même si nous survivons aux Anunnaki, d'autres menaces nous attendent. L'humanité doit évoluer, s'unir, développer les technologies pour défendre notre monde, ou nous serons éternellement les victimes de prédateurs cosmiques plus avancés. Les militaires développent des armes basées sur les fragments de technologie Anunnaki que nous comprenons. Canon à plasma, bombes à antimatière, disrupteurs gravitationnels, primitifs comparés aux originaux mais peut-être suffisants pour surprendre. La guerre asymétrique est notre spécialité après tout. Des enfants naissent différents ces derniers temps. L'exposition aux énergies de Nibiru qui approchent modifie l'ADN humain.
Certains développent des capacités inhabituelles. Télépathie, télékinésie, prescience. Les Anunnaki n'avaient pas prévu cela. Leur création évolue de manière imprévisible, peut-être au-delà de leur contrôle. Ces enfants pourraient être notre salut ou notre perte. S'ils représentent une nouvelle étape de l'évolution humaine, adaptée à l'ère cosmique qui vient, ils pourraient nous permettre de rivaliser avec les Anunnaki. Ou ils pourraient être un pont entre les deux espèces, permettant une fusion plutôt qu'un conflit. Les religieux voient l'accomplissement des prophéties. L'Apocalypse, le Ragnarok, le Kali Yuga. Toutes les traditions parlent d'une fin des temps où les dieux reviennent pour juger l'humanité. Ils avaient raison, mais les dieux ne sont que des extraterrestres, et le jugement est une invasion. La foi devient résistance pour certains, résignation pour d'autres. Les dernières données de James, analysées post-mortem, montrent que nous pourrions utiliser les forces gravitationnelles de Nibiru contre elles. En détenant des charges nucléaires à des points précis de l'orbite terrestre, nous pourrions créer des ondes gravitationnelles qui déstabiliseraient encore plus Nibiru. Un pari fou qui pourrait nous détruire aussi, mais qui leur montrerait que nous ne sommes pas des proies faciles. Le réseau hybride s'active progressivement. Des personnalités publiques commencent à prêcher l'acceptation, la soumission volontaire aux Anunnaki. Ils parlent d'un âge d'or à venir, de technologies miraculeuses, d'immortalité promise. Les masses, fatiguées et effrayées, commencent à écouter. La résistance s'organise mais elle est fragmentée, infiltrée. Je sens ma fin approcher. L'implant puise dans mes forces vitales, me consumant de l'intérieur. Je ne verrai pas le dénouement, mais j'ai fait mon possible. Ce journal, caché en plusieurs exemplaires, crypté et dispersé, survivra peut-être. Quelqu'un le lira et comprendra. Les Anunnaki arrivent. Nibiru est visible à l'œil nu maintenant, une étoile sombre qui grandit chaque nuit. Les gouvernements ne peuvent plus mentir. La panique commence. Les marchés s'effondrent. Les États vacillent. L'ordre social se désagrège. Exactement ce que les Anunnaki voulaient. Une humanité affaiblie, divisée, prête à accepter n'importe quel sauveur. Mais je vois aussi des signes d'espoir, des communautés qui s'unissent, des scientifiques qui partagent librement leurs découvertes, des soldats qui refusent les ordres de leurs supérieurs hybrides. L'humanité à son meilleur émerge dans les pires moments. C'est notre paradoxe et notre force. Les enfants modifiés grandissent rapidement. Certains établissent un contact télépathique avec les Anunnaki en stase. Ils rapportent des dissensions parmi eux. Tous ne supportent pas le plan d'Enlil. Certains voudraient une coexistence pacifique. Une faction minoritaire écrasée mais qui existe. Tout n'est pas perdu. Un groupe de physiciens russes a développé une bombe à résonance harmonique, basée sur les fréquences que les Anunnaki utilisent pour leur réseau de conscience. Une arme qui pourrait les déconnecter, les rendre vulnérables. Ils n'ont qu'un prototype, une seule chance. Ils attendent le bon moment. Les aborigènes d'Australie sortent de leur silence. Leur tradition orale parle des Wandjina, les êtres du ciel qui ont créé le monde. Ils ont des sites sacrés, interdits, où ils disent que les anciens dieux dorment. Ils offrent leur savoir, leurs rituels de protection, leurs lignes de chant qui pourraient perturber les harmoniques Anunnaki. Les dauphins et les baleines montrent des comportements étranges. Ils se rassemblent en groupes massifs, émettent des sons complexes dirigés vers l'espace. Communiquent-ils avec Nibiru? Sont-ils une autre création des Anunnaki, des observateurs aquatiques, ou essayent de nous avertir, de nous aider avec leur sonar naturel? L'implant brûle maintenant. Enlil sait que je documente, que je trahis, mais il me laisse faire. Arrogance ou stratégie, je ne sais pas. Peut-être veut-il que l'humanité sache, pour que la reddition soit totale, informée. Ou peut-être respecte-t-il, à sa manière tordue, la résistance futile d'une création qui dépasse ses paramètres. Mes dernières pensées vont à ceux qui diront ceci. Ne désespérez pas. Les Anunnaki sont puissants mais pas omnipotents. Ils ont des faiblesses, des peurs, des divisions. L'humanité a survécu à pire, même si nous ne nous en souvenons pas. Nous sommes les enfants des étoiles aussi, même si nous l'avons oublié. Cherchez les sites, étudiez leur technologie, trouvez les hybrides sympathisants, protégez les enfants modifiés. Unissez-vous au-delà des nations, des religions, des races.
Face à une menace cosmique, nos divisions terrestres sont absurdes. Nous sommes une espèce, une famille, et nous devons survivre ensemble ou périr divisés. Les étoiles bougent étrangement ce soir. Nibiru déforme l'espace-temps autour d'elle. La réalité elle-même semble fluctuer. Des aurores boréales impossibles dansent dans le ciel. C'est beau et terrifiant. Le prélude à l'Apocalypse a une esthétique ironique. Je vais cacher ce journal maintenant, dans les anciens tunnels sous Bagdad, là où Alexandre le Grand a trouvé les premières tablettes parlant des Anunnaki. La boucle se ferme. L'histoire se répète, mais peut-être cette fois avec une fin différente. Si vous trouvez ceci après le passage de Nibiru, sachez que tout n'était pas vain. Chaque acte de résistance compte, chaque refus de se soumettre inspire. Les Anunnaki ont créé l'humanité pour servir, mais nous avons évolué au-delà de leur design. Nous sommes imprévisibles, créatifs, résilients. C'est notre arme secrète. Le soleil se lève sur Bagdad. Pour combien de levées encore? L'implant pulse une dernière fois. Enlil m'envoie une vision. La terre après le passage, dévastée mais pas détruite. Des cités Anunnaki s'élevant des ruines. L'humanité réduite mais pas éteinte. Un nouveau chapitre, pas une fin. L'espoir malgré tout. Dimitri Volkov, ancien agent du GRU, témoin de la vérité cosmique, traître à mes maîtres et à mon espèce. Que l'histoire me juge, si histoire il y a. Les dieux reviennent, mais les hommes persistent. C'est notre malédiction et notre gloire. Que les étoiles nous protègent de leurs propres enfants. Fin du journal.